Et pendant un atelier, quelqu'un me dit, mais c'est quoi votre métier? Et moi, j'étais pas chocolatière, tu vois, j'avais pas de CAP, etc. Donc, je sais pas ce que j'étais, en fait. J'étais un peu rien. Je montais ma marque, c'était tout. Et j'étais juste passionnée. Et donc, du coup, je lui réponds, bah, je sais pas, j'étais psychologue, je me suis spécialisée dans le chocolat. Et puis, je lui ai répondu, je suis devenue chocologue. Allez, tu vois, j'ai inventé ça comme ça. Et là, je me suis dit, mais ça y est, tu vois, c'est évident. Je vais créer la chocologie comme l'œnologie. Je vais devenir chocologue comme un œnologue. Et là, j'ai déposé ma marque à l'INPI en 2010. Et ça y est, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Tu vois, je m'autoproclame et j'y vais. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Victoire. Après des études de psychologie, elle décide que sa vie sera dans une entreprise. Elle continue alors ses études avec un master en marketing. Victoire a toujours aimé le chocolat, mais elle se rend compte qu'il n'existe aucun métier pour apprendre sa dégustation. Elle se lance donc le défi de créer un nouveau métier, chocologue. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de la chocologue, Victoire Finas de Vilaine. Bonjour Victoire. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors écoute, je savais pas que c'était pour me présenter, mais j'ai choisi le parfum, enfin une bouteille de parfum, un flacon de parfum. Et je dois te dire pourquoi, j'imagine. Oui. Écoute, c'est le premier objet qui m'est venu parce qu'en fait, elle définit bien ma sensorialité et c'était l'une de mes premières passions. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais ado, j'ai toujours collectionné les petits flacons, tu sais, les miniatures. Donc j'en avais plein dans ma chambre et j'adorais aussi bien l'esthétisme que les odeurs, que les senteurs, que les fragrances. Voilà, c'est des mots qui ont vraiment bercé mon enfance, mon adolescence. Et je me suis toujours dit que je travaillerais dans un produit olfactif ou qui se déguste. Et donc, du coup, j'avais envie de travailler soit dans le parfum, soit dans la gastronomie. Bon, finalement, j'ai terminé dans le chocolat, mais ça a été vraiment quand même pour moi une étape importante. Et quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve? Alors, je voulais être militaire, agent secret, commissaire de police. Pourquoi? Parce que je suis assez combative et en fait, je me reconnaissais bien dans des personnages qui incarnaient ouais la justice, la défense, enquêter. Je regardais beaucoup Julie Lescaut, je t'avoue, mais c'est des vieux souvenirs. Mais ouais, et puis en fait, et puis le côté un peu James Bond, moi je me suis dit, mais j'ai envie d'être une nana qui donne des coups de poing et, et qui Et, remet juste... les gens à leur place. Et justement, c'était quoi comme type de petite fille? Alors, j'étais pas du tout ça. Moi, j'étais une petite fille très douce. Euh, D'ailleurs, je le suis encore, hein. Mais je pense que j'ai toujours bouillonné à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il s'est toujours passé énormément de choses dans mon fort intérieur, dans mon imaginaire. Et sinon, écoute, ouais, j'étais une petite fille très sensible, très émotive, observatrice, très sensible aux atmosphères. Tu vois, j'ai toujours eu une espèce d'intuition, des ressentis et je t'avoue que quand j'ai compris que c'était une force, je l'ai beaucoup travaillé, cette notion d'intuition. Mais je l'ai un peu vécu comme quelque chose de pénalisant parce que j'étais très émotive. Et donc, du coup, j'avais l'impression d'être trop sensible, trop perméable, tu vois, à ce que je pouvais recevoir. Empathique. Très empathique, toujours. Après, ça se travaille aussi, comment doser cette empathie et passer de l'empathie où tu vibres avec l'autre sur la compassion, sur l'accompagnement. Enfin, voilà.
des sentiments avec un peu plus de recul. Voilà, et en fait, beaucoup dans l'écoute. En fait, tu vois, j'avais un peu toutes les qualités d'une psychologue. Tu vois, j'étais très dans l'écoute, très empathique, très sensible. Du coup, quand j'étais, enfin, du coup, voilà, c'était pas surprenant que je m'intéresse à ces études que j'ai faites au final, parce que aussi l'humain, tu vois, j'ai toujours été fascinée par les personnalités, euh, par les façons de faire, par les façons de voir les choses. J'ai beaucoup voyagé, tu vois, avec mes parents, et puis après quand j'ai eu 18 ans, j'ai beaucoup voyagé sac à dos pendant 10 ans. Je partais au moins un mois dans un pays complètement en immersion, avec une culture, à passer beaucoup de temps dans la rue, à parler avec les gens. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment adoré cette découverte de l'humanité, tu vois, qui s'exprimait de différentes façons, avec différentes cultures. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait énormément grandir parce qu'en fait, ça met plein de choses en perspective et ça t'apprend aussi des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire les choses et c'est très inspirant. Euh, et ça m'inspire aussi au quotidien, dans l'éducation de mes enfants, dans la façon d'être. Donc voilà. Je Donc sais là, pas du si coup, vas-y. quand t'as grandi, où est-ce que t'as grandi? Alors moi, j'ai grandi à Paris. Mais alors pas que à Paris parce qu'en fait, je suis née à Paris, mais à cette époque-là, mes parents habitaient à New York. Donc, maman est revenue à Paris pour accoucher. Puis, j'ai habité 2 ans à New York. Après, on est revenu à Paris. Après, on est parti à Londres quand j'étais en première. Donc, j'ai fait ma terminale à Londres. Mes parents ont habité 4 ans là-bas. Moi, je suis rentrée à Paris toute seule faire mes études de psychologie, du coup, à Psychoprate. Et j'ai habité chez ma grand-mère. Après, je suis partie ma dernière année de psycho au Liban. Ok, c'est pas courant. Non, mais en fait, Psychoprate proposait un échange au Liban et je te dis, je suis une fan de voyage, donc j'ai tout fait pour bien travailler. Mhm. Et ça a été vraiment un échange, enfin un séjour inoubliable. J'ai jamais autant fait la fête. Je passais ma nuit, mes nuits en boîte de nuit, mes soirées, mais en même temps, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup voyagé. Enfin, au niveau des rencontres, ça a été hyper riche. J'ai vraiment adoré. Et puis, après, je suis rentrée à Paris, j'ai fait un master de marketing à HEC et après, je suis partie faire mon stage de fin d'études chez Kraft à Madrid. Alors attends, juste, du coup, tu décides de faire psycho. Ouais. Comment ils réagissent, tes parents? Alors, pas forcément, maman, toujours très gentille et dans l'acceptation. Mais mon père, il a pas trop digéré. Parce qu'en fait, lui, tu vois, il a fait une prépa scientifique, une école d'ingénieur, et en fait, il projetait vachement son modèle sur nous. Nous, on est 3 filles. Moi, je suis l'aînée et en fait, il me voyait vraiment en prépa. Il m'avait d'ailleurs inscrite en prépa. Et en fait, moi, j'avais très envie de faire quelque chose de sensoriel. Et donc, du coup, j'avais envie de faire du marketing sensoriel. Et donc, c'est pour ça que j'ai postulé au concours de psychoprate. Et quand j'ai été prise, je lui ai dit, bah, en fait, je vais faire psycho. Et là, il m'a regardé, il me dit, bah, non. J'ai dit, bah, si. Et en fait, il m'a pas parlé pendant un an parce qu'en fait, il se dit, mais c'est pas possible, j'ai pas une fille qui fait psycho. C'est le truc sans débouché. Bah, surtout, je te pose la question parce que toutes les deux, on a le même âge et dans notre génération, autant aujourd'hui, tu as ton enfant qui te dit je veux devenir psychologue, il y a une vraie conscience des problèmes de santé mentale. Enfin, aller voir un psy aujourd'hui, c'est courant et moi, dans mon entourage, je connais limite plus de gens qui vont voir des psys que des gens qu'on n'ont pas vu. Et tandis qu'à notre époque, voilà, c'était hyper connoté en fait. Ouais, ouais, complètement. Ouais, puis c'était un peu une voie, tu sais, une voie Il n'y avait parallèle. pas de débouché, quoi. Ouais, c'est ça. C'était en gros, tu vas te faire plaisir, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc pour lui, ça a été assez dur, mais je sais pas pourquoi j'étais tellement convaincue que, en plus, bon, de toute façon, il y a pas à dire, hein, c'est des études qui m'allaient comme un gant. J'étais hyper heureuse, je me suis épanouie, j'ai trouvé que c'était passionnant. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait faire de la psycho, c'est pas possible, tu vois, c'est tellement intéressant. Parce que la psycho, c'est quoi? C'est pas que quand ça va mal. La psycho, c'est le développement d'un enfant, le développement de l'être humain, le développement des émotions, les niveaux de communication. En fait, tu as plein d'outils. Mm. Tu vois, moi, La j'ai appris mémoire, ouais, c'est très, la très large. mémoire, bah, l'expertise. Comment tu deviens expert dans un domaine, la connaissance. Donc, voilà, tout ça, ça m'a vraiment passionnée.
Et puis moi, j'avais fait un bac S, donc tu vois, j'avais quand même pas mal de médecine, de matières scientifiques, donc ça m'a vraiment plu. Et et puis voilà, j'ai trouvé que c'était passionnant. Tu lis évidemment énormément de bouquins, mais c'est vrai qu'en faisant, en fait, si tu veux, j'ai fait ça pour faire du marketing sensoriel, et je n'ai pas eu la vocation d'être psychologue clinicienne. Et justement, je l'ai compris parce que j'étais tellement sensible, tellement empathique, je me suis dit mais je vais me faire bouffer par ce métier, tu vois, je peux pas faire ça. Donc du coup, ça a conforté le fait que je voulais travailler en entreprise et en marketing. Du coup, j'ai fait et donc du coup, c'est là où je me suis dit bah tiens, après psycho, il me faut un master quand même en entreprise parce que une psychologue à l'époque dans une entreprise, t'étais pas prise quoi, tu vois clairement, c'était pas une voie pour les psychologues. Et donc du coup, je me suis dit bah voilà, je vais faire un master de marketing dans une école de commerce. Au moins, j'aurai cette double formation et je serai embauchable. Et puis, voilà, j'avais envie aussi d'être complémentaire dans une équipe marketing. Tu vois, tout le monde vient d'école de commerce ou du business. Et je trouve que c'était sympa d'avoir une nana qui était plus côté consommateur, psychologie, émotion. Et c'est ce qui Carrément. m'a plu. Voilà. Et donc là, du coup, tu commences les crafts. Pour ceux qui connaissent pas Craft. Ouais, alors en fait, en terminant psycho, du coup, on m'impose de faire une thèse, qui est un peu la condition pour être diplômée. Et donc, du coup, j'ai choisi de faire ma thèse sur le chocolat. Parce que je voulais pas le faire sur la schizophrénie ou l'allaitement. Franchement, c'était pas mon truc. Et je me suis dit, bah tiens, j'adore le chocolat. On parle beaucoup d'expertise en vin. Il y a rien qui se dit sur le chocolat. Comme l'expertise fait partie de la psychologie cognitive, je me suis dit, bah tiens, ça serait intéressant que je creuse cette partie-là. Et puis comme je suis très sensorielle, enfin tu vois, ça regroupait vraiment plein de choses que j'aimais. Et donc du coup, voilà, mon école au début a un peu tiqué, puis j'ai persévéré, j'ai présenté plusieurs sujets, etc. Et quand je leur ai présenté l'expertise, ils se sont trouvés ça finalement très sympa. Et donc, du coup, j'ai interrogé des chocolatiers, des journalistes, des membres d'un club de dégustation pour trouver mes experts, parce que je ne savais pas qui étaient mes experts. Et après, dans les novices, j'ai pris ma grand-mère et des copains et j'ai fait déguster des tablettes de chocolat. J'ai fait déguster des tablettes de chocolat et 4 qui venaient de supermarché et 4 qui venaient d'artisans. Et chaque personne devait déguster ces tablettes dans l'ordre qu'il voulait, mais il devait les décrire, les catégoriser, tu vois. Et donc, du coup, j'ai étudié tout le vocabulaire sensoriel, leur façon justement, de catégoriser le chocolat. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait les très sucrés, les mauvais goûts, les très amers. Donc, et voilà. Et à l'issue de cette thèse, en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fait, il existe une expertise en chocolat parce que tu as des experts qui se sont avérés experts parce qu'ils avaient une façon de déguster le chocolat très particulière, en stimulant leurs 5 sens de manière méthodique et toujours dans le même sens. Tu vois, d'abord la vue, après ils sentent, etc. Et, euh, et puis, alors que les novices, on n'a pas du tout de méthode et on n'utilise pas nos 5 sens. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, la deuxième grande différence, c'est que les experts utilisent un vocabulaire beaucoup plus technique et en croquant un carré de chocolat, ils sont capables de te parler de la plantation, de la fermentation des fèves, du conchage. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, pour être expert en chocolat, il faut avoir voyagé dans les plantations et connaître la fabrication. Et moi, j'adorais le chocolat, tu vois. Franchement, je t'ai pas dit, mais je suis une énorme gourmande de chocolat. J'en mange depuis toujours. Enfin, je suis une addict au chocolat, d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi cette thèse, enfin, ce thème. Le chocolat, c'est que vraiment, ça faisait partie aussi de ma vie. Mais en fait, ça faisait tellement partie de ma vie comme une gourmandise que j'imaginais pas un jour travailler, tu vois, dans le chocolat. Pour moi, c'était vraiment genre le petit péché mignon que tu traînes. Et au final, cette thèse m'a révélé le fait que j'ai dit, mais c'est fou parce que j'adore le chocolat, je ne savais pas comment le déguster. Il y a plein de gens autour de moi qui adorent le chocolat, qui ne savent rien. Et ça m'a donné envie de donner des cours de dégustation. Et c'est Ok. comme ça que j'ai créé ma société de conseil en sortant de psycho. J'ai créé une petite société, une ASARL, tu vois, parce qu'il n'y avait pas autant d'entrepreneurs à l'époque, donc je crée ma boîte. Et en fait, j'ai commencé à animer des dégustations de chocolat. Je travaillais pour des agences événementielles et je répondais à des demandes d'entreprises qui voulaient faire des team building. Et c'est comme ça que je me Ok. suis lancée dans l'entrepreneuriat. Trop chouette. Et bien donc par contre, en parallèle, tu as quand même fait du coup des stages. Bah, Oui, bah, du coup, en partant de psycho, après, je suis partie donc à HEC pour mon ouais. master. Là, j'avais créé ma boîte. Donc, tu vois, en parallèle de mes études, j'avais mon petit business, je faisais mes conférences, mes ateliers de dégustation, etc. Je facturais avec ma boîte et tout. Et puis,
Et après mon stage, je suis partie à Madrid. Enfin, après mes études, excuse-moi. Après mon master de marketing, je suis partie à Madrid faire mon stage de fin d'études chez Kraft. Donc Kraft, aujourd'hui, ça s'appelle Mondelez. Ils vendent tout ce qui est Côte d'Or, Daim, Café Suchard, etc. Donc c'est le deuxième plus gros groupe alimentaire après Nestlé. Et donc là, j'étais à Madrid. Et d'ailleurs, si tu veux, je suis partie à Madrid, je parlais pas un mot d'espagnol, parce que moi, j'ai fait allemand. Mais bon, comme c'était une boîte américaine, on travaillait en anglais, mais tu vois, je savais pas communiquer avec les gens autour de moi. Donc du coup, j'ai dû apprendre l'espagnol de façon accélérée. Et puis en même temps, j'étais hyper motivée parce que comme j'étais à fond dans le chocolat et que je voulais partir dans les plantations de cacao et que je voulais partir en Amérique latine et qu'ils parlent espagnol, tu vois, ça m'a fait une double motivation. Ça faisait complètement sens. Ouais, donc du coup, je me suis mise à fond. Et voilà, j'ai adoré Madrid, évidemment. J'ai reçu une offre d'embauche de Kraft. Et au final, j'ai décliné, alors que franchement, à l'époque, c'était la boîte de mes rêves. Je voulais travailler pour l'international, tu vois, j'adorais le voyage, donc j'avais envie de travailler dans une boîte américaine ou étrangère, avec une idée de voyage. Et au final, quand je suis restée à Madrid, j'ai fait un chocolate tour, j'ai fait tout le tour des chocolateries, et j'ai commencé à travailler sur un concept store de Sephora du chocolat que j'avais envie d'ouvrir à Paris ou à Londres. Et bref, tu vois, donc j'ai commencé à être titillée par un projet de boutique, de concept. J'ai trouvé à l'époque 2 investisseurs. Et en fait, je suis rentrée à Paris pour monter mon projet de marque de chocolat. Donc ça, c'était il y a 15 ans, 16 ans, voilà. Donc là, est-ce que tu as réussi à ouvrir ta boutique? Ouais, donc bah du coup, j'ai pas ouvert mon Sephora du chocolat parce que j'ai travaillé donc toute l'année 2008 et on a eu la crise en décembre 2008 qui fait que du coup, ça m'a vraiment fait flipper d'emprunter autant d'argent et de me lancer dans une boutique. En plus, je me suis dit, mais je suis pas une nana de boutique, moi, je suis une nana de projet, d'entreprise, etc. Et donc du coup, finalement, on a revu le projet pour lancer la marque sur Internet. Et donc, ça s'appelait Abanico. Abanico veut dire nuancier, éventail en espagnol, justement. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé mes coffrets nuanciers, qui est toujours mon coffret phare aujourd'hui. Et donc, j'ai lancé cette marque avec mes investisseurs sur Internet. L'aventure a duré 4-5 ans. Donc, voilà. Donc, le projet, c'était de lancer une marque un peu premium, experte de la dégustation sur Internet. Et en fait, voilà, j'ai dû malheureusement fermer la société au bout de 4 ans et demi. Donc ça a été une grosse épreuve pour moi parce que voilà, j'ai lancé ma boîte à 25 ans, j'ai dû la fermer à 30, j'ai consacré ma vie et même sacrifié ma vie pendant 4 ans pour lancer ma boîte. Quand je te dis sacrifier, c'est-à-dire que je travaillais tout le temps, jour et nuit, de 7 heures à minuit, tous les week-ends, j'annulais tous les dîners, je voyais plus ma famille et mes amis. Donc, si tu veux, je me suis vraiment dédiée à ce projet. Et en fait, et j'ai dû le faire disparaître en 6 mois, je devais tout liquider. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver mon modèle. Et j'avais une structure de coût. En fait, tu vois, j'avais une structure de coût qui était faite pour être un pure player, c'est-à-dire vendre sur Internet. Donc, tu vois, j'avais des frais de stockage, de logistique, tout organisé. Donc, tu vois, une salariée pour l'Internet, toute une équipe, en fait, pour faire développer la marque sur Internet. Alors qu'au final, dès ma première année, en plus, dès la première année, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, super lancement, super succès, etc. Mais j'ai fait 80% de mon chiffre d'affaires avec les entreprises. Et ça, c'était pas prévu. Tu vois, j'avais prévu plutôt l'inverse. J'avais prévu Internet 80% et puis 20% un peu de cadeau d'affaires. Et ça s'est pas passé comme ça. La deuxième année, c'était encore une tendance B2B. Et moi, j'étais pas câblée j'avais pas les équipes pour. Et donc, du coup, au final, j'avais un business model de chiffre d'affaires qui était complètement différent de ma structure de coûts. Voilà, mes liquidités commençaient à disparaître et au moment où il fallait remettre au pot, bah, mes 2 investisseurs avaient des projets différents et ils m'ont dit bah non, on va pas remettre. Et donc du coup, on a décidé de fermer la société. Donc on est passé en liquidation judiciaire et donc là t'as pas le choix quoi, tu es obligé de tout vendre, de mettre tout l'argent dans la société et de donner les clés aux mandataires. Tu vois, c'est vraiment le truc un peu crève-cœur et je me souviens, je vendais tout sur Groupon, sur Boncoin, j'ai vidé le bureau, j'ai replacé mes salariés, j'ai vidé tous mes stocks sur Groupon et New Deal. Enfin, c'était un truc lunaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu te bats pendant Tout doit 4 ans, disparaître, ouais. tout doit disparaître. Ça m'a du coup un peu vidé.
Tu vois, je suis sortie de cette expérience où j'ai eu besoin d'un an un peu pour me repérer en mode, mais en fait, je suis qui? Je dois faire quoi dans la vie? T'as fait quoi, du coup, pendant cette année-là? Écoute, pendant cette année-là, j'ai continué parce que tu vois, j'avais ma boîte de conseil que j'avais créée, Ouais. tu sais, en psycho, à la fin de psycho, et cette boîte de chocolat, c'était une autre boîte. Donc, elle a été liquidée, très bien, mais j'avais toujours ma boîte de conseil. Donc, si tu veux, je faisais vivre la chocologie, j'avais toujours mes animations, etc. Ce qui m'a permis d'avoir une petite activité en parallèle et de réfléchir à est-ce que j'avais envie de faire ça pour vivre, tu vois, pour ma vie et pour mon métier principal, ou est-ce que j'avais envie de faire autre chose. Et en fait, au moment où j'ai arrêté ma première boîte, il y a un hôtel qui m'a demandé de créer une marque pour lui, de développer une gamme parce qu'il voulait faire une boutique hôtel. Donc ça m'a un peu occupée pendant 6 mois. Et en fait, il se trouve que c'était un truand et que ça s'est hyper mal passé. Et donc, du coup, voilà, ça s'est mal terminé. Et donc là, tu vois, au bout de 6 mois de cette année un peu de rupture, j'ai j'ai eu vraiment un moment down et je me souviens très bien, où, tu vois, j'étais au téléphone avec ma mère. Je disais, mais en fait, j'en ai marre de l'entrepreneuriat. J'ai aucune visibilité. J'ai l'impression d'être sans filet. Je vois tous mes potes évoluer, tu vois, avoir des super boulots et tout. Et puis moi, j'ai l'impression d'être rien. J'ai l'impression d'être une galérienne. Et je crois que je suis fatiguée. Et maman m'a dit, écoute, ça suffit maintenant. T'es fatiguée. Tu prends ton CV. Tu vas voir mon amie qui a un cabinet RH. Elle va te trouver un boulot. Donc là, je prends mon CV. Je pars en rendez-vous. Je vais voir cette femme. Et je lui dis, bah voilà, je cherche un boulot dans le marketing. Je suis hyper sensorielle. J'ai envie de travailler soit dans le parfum, soit dans la gastronomie. Et puis là, je raconte toute mon histoire de Sephora du chocolat, finalement ma vente sur Internet, finalement mon B2B, puis finalement mon hôtel qui n'a pas marché. Bref, Lost. Et voilà, et je cherche un boulot. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, bon, est-ce que vous permettez que je vous dise vraiment ce que j'en pense? Et là, je dis, bah bien sûr. Et là, elle me dit, écoutez, Victoire, vous avez 30 ans. Ok, vous êtes perdu, mais je peux vous dire que vous avez un super produit. Votre nuancier, il est canon. Vous avez eu des magnifiques clients avec votre boîte. Vous avez beaucoup de talent. Vous avez du réseau. Vous avez beaucoup appris en fait de l'entrepreneuriat. Vous en rendez pas compte là parce que vous êtes un peu perdu, mais vous allez voir là si jamais vous établissez une stratégie B2B et que vous vendez aux entreprises et que vous êtes focus. Maintenant, vous n'avez plus rien à prouver. Maintenant, ça y est, vous êtes une femme accomplie. Vous êtes chocologue. Vous avez un métier. Il faut foncer. Et en fait, elle m'a parlé en mode, en gros, je vais pas te trouver un boulot, tu vas sortir de mon bureau, tu vas te bouger les fesses et tu vas travailler, quoi. C'est déjà à ta place, il suffit ouais, y a plus Ouais, qu'à. et puis elle m'a dit, l'entrepreneuriat, c'est dur. Moi, j'ai monté mon cabinet RH il y a 30 ans. Bah, depuis 30 ans, je me bats pour trouver des clients. Depuis 30 ans, je me lève avec la niaque, avec un dynamisme, etc. Et en fait, elle m'a remonté comme un pantin, tu vois. Et je suis partie de son bureau comme un automate. J'ai descendu les escaliers de ces 6 étages. J'ai OK, tu vois, je suis rentrée chez moi, j'ai déroulé le plan. Et c'est comme ça que j'ai relancé ma marque. Et j'ai relancé ma boîte que j'ai aujourd'hui, en fait. Mais sinon, franchement, là, j'étais prête à travailler pour n'importe quelle boîte. C'était la rencontre qu'il te fallait à ce moment-là. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, on dit toujours qu'il faut de la persévérance. Mais t'as quand même, dans l'entrepreneuriat, t'as quand même beaucoup de moments où tu baisses les bras et t'es découragé. Et, et voilà, et en fait, tu as besoin de personnes qui te remettent du gazole, tu vois, qui te remettent de l'énergie parce que sinon, c'est tellement dur, c'est tellement décourageant qu'en fait, ouais, en plus, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es quand même un peu attiré par ce qui te semble facile, c'est-à-dire être embauché dans une boîte, avoir un salaire qui tombe tous les jours, que tu sois malade ou pas, t'es payé. Enfin, tu vois, quand t'es entrepreneur, t'es pas dans cette logique-là. T'es malade, tu te lèves pas, il se passe rien dans ta boîte. Tu vois, c'est tout repose sur les épaules. Il faut toujours se réinventer, créer, surprendre ses clients, les fidéliser. Donc en fait, c'est de l'énergie qui ne dépend que de toi. Et en fait, je me rendais compte que le poids était énorme. Et quand t'as plus l'énergie, bah t'y arrives plus en fait. Oui, et puis après, quand t'as pas la bonne énergie, t'attires pas à toi les bonnes choses et tout est, ouais, t'es dans une bonne spirale ou dans une mauvaise spirale, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que je bénis cette femme. Je peux dire que je l'ai remerciée pendant des années. Elle a eu droit à sa boîte de chocolat chaque Ah année. bah oui, tu penses bien. Elle a sa boîte de chocolat, même plusieurs années. Dès que j'ai un petit coup down, je pensais à elle et là, ça y est, j'étais reboostée. Je lui ai envoyé un petit message en disant merci. Voilà, merci. C'est vous là. Je pense à vous, ça me redonne de l'énergie. C'est trop chouette.
Et là, du coup, c'était quoi le plan quand tu sors de ce rendez-vous C'était de relancer une marque spécialisée dans le B2B et dans le service aux entreprises, un peu comme une conciergerie. Et donc, du coup, c'est la boîte que j'ai aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, elle est assez plus développée parce que là, maintenant, ça fait 10 ans que j'ai redéveloppé ma boîte toute seule. Tu vois, parce qu'avant, j'étais avec des investisseurs. Donc, cette boîte, depuis 10 ans, elle a évolué parce que quand je l'ai relancée à l'époque, je me suis dit, je vais me spécialiser qu'en B2B. Donc, je vendais qu'aux entreprises, soit du chocolat personnalisé, soit des événements d'entreprise. Et puis, ensuite de ça, j'ai écrit des bouquins de recettes et des bouquins sur mon métier de chocologue, d'expertise en dégustation. Du coup, je me suis adressée aux particuliers, donc je me suis beaucoup plus ouverte aux particuliers. J'ai ma boutique dans le 17e, j'ai fait mon site internet où je vends aussi mes chocolats sur internet. Et donc du coup, voilà. Donc maintenant, j'ai une activité en B2B qui reste mon activité principale. J'ai une activité avec les particuliers. Et puis, j'ai une activité d'animation en entreprise. Et la nouvelle activité qui est récente, c'est ma formation. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait du conseil et de la formation pour les artisans, pour les sociétés, mais ça restait anecdotique. Alors que là, depuis 2 ans, je développe beaucoup cette formation et j'ai mes formations en ligne là qui sortent et mon école de chocologie en 2024. Donc voilà, ça Chouette. fait 2 ans que je travaille dessus et donc tu vois, je fais évoluer ma société en fonction des besoins, en fonction de moi ce que j'ai envie de faire aussi. Moi, j'ai envie de faire de la transmission, j'ai envie de faire de la pédagogie. C'est vraiment là où je suis bonne et c'est ce que j'adore faire. Donc, j'adore vendre des chocolats, si tu veux, mais j'ai envie, en tout cas, de tendre ce développement et de le proposer maintenant. Et donc là, les chocolats qu'on trouve dans ta boutique, c'est des chocolats du coup que tu fabriques, que tu fais fabriquer? Exactement. Donc, en fait, moi, quand j'ai créé ma société, j'ai créé ma marque de chocolat parce que j'ai été passionnée par la création, la créativité. Et j'ai eu ce déclic en sortant d'un stage de chocolaterie chez Pierre Hermé, qui m'avait dit à l'époque, parce que mon Pierre, il me connaît depuis que je suis étudiante, il a participé à ma thèse, il m'a vu vraiment naître dans ce milieu du chocolat. Il m'a vu créer ma boîte de conseils et de dégustation. Il m'a dit, écoute, Victoire, c'est bien que tu fasses déguster le chocolat, t'en parles très, très bien, mais je pense que c'est important pour toi que tu fabriques le chocolat. Et donc, du coup, très rapidement, en 2008, tu vois, 2 ans après ma thèse, il m'a invité à l'école Ferrandi pour que je puisse faire un stage de chocolaterie. Donc, autant te dire que j'avais 2 mains gauches et que c'était absolument la honte totale. J'étais que des chocolatiers. Je suis sortie de là en mode, ouais, en fait, je suis encore plus admirative du travail des artisans parce qu'en fait, c'est un truc de fou, tu vois. C'est une minutie, tout est au degré près. Tu Ah, le travailles chocolat, c'est hyper pointu. hyper Mm. pointu. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, attends, je vais pas me lancer dans un CAP chocolatier pour maîtriser la matière, parce que j'ai déjà fait 7 ans d'études. Tu vois, moi, je suis une opérationnelle, j'ai besoin de bosser, donc voilà. Mais en revanche, ça a créé un déclic de vouloir créer mes chocolats comme j'aurais pu créer un parfum. Mm. Et donc, du coup, je me suis dit, génial, je vais essayer de trouver un artisan qui veut bien fabriquer mes chocolats, les chocolats de mes rêves. Et donc, du coup, je suis allée voir plusieurs artisans, et c'est comme ça que j'ai créé ma première marque, tu vois, à Banico. Et donc, du coup, je suis allée voir plein d'artisans, évidemment, Pierre Hermé, Jean-Paul Lévin, tous ceux qui me connaissaient très bien. Et au final, j'ai trouvé un artisan qui est près de Bourges et qui a juste halluciné de me voir, la petite Parisienne, débarquer dans son bureau. Et je lui ai dit, voilà, je suis passionnée, j'aimerais créer ma marque. Il voyait que je connaissais bien quand même la chocolaterie, hein, parce qu'entre ma thèse et mon stage, j'avais quand même pas mal de notions. On parlait le même langage et on s'est vu 2, 3 fois. Il m'a dit, OK, j'adore la personne derrière le projet, je trouve que c'est chouette. Vas-y, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu veux? Donc là, on est parti d'une feuille blanche et j'ai composé toute ma gamme avec en fait un brief créatif, un brief de dégustation. Lui, il a interprété avec la technique de la chocolaterie. Il me faisait une dizaine d'échantillons pour chaque chocolat, par exemple tarte au citron, une ganache framboise, un praliné rocher, un praliné pétillant avec du sucre pétillant. Et donc du coup à chaque fois je disais voilà ce que je veux. Je veux que ma tarte au citron elle soit très crémeuse, très élastique, bien croquante. Donc on a choisi un chocolat noir. Et donc du coup on a fait une émulsion très particulière. Donc voilà, je lui donnais un brief, il faisait des échantillons, je goûtais, je disais ça j'aime pas, je veux ci, je veux ça. Et on a élaboré pendant 6 mois cette gamme qui m'a permis de vendre mes chocolats uniques qui correspondaient à mon palais et à ce que je voulais. Trop chouette. Et du coup, quand la boîte a fermé, tu as pu récupérer tes recettes et pouvoir les réutiliser du coup dans ton autre entreprise? Et ben exactement, quand la boîte a fermé, en fait, c'est exactement ça. En fait, j'ai gardé mes packaging et mes recettes. C'est resté un peu dormant pendant un an parce que Mm. bon, c'était un peu mon Ouais. année de transition.
Mais une fois que j'ai décidé de relancer, je les ai rappelés en disant OK, on repart. Et là, j'ai refait une gamme, j'ai rechangé donc du coup mes packaging en gardant le nuancier, j'ai refait des nouvelles couleurs, j'ai tout redessiné. Donc c'est un partenaire qui bosse avec moi depuis plus de 15 ans. Chouette. Et voilà, maintenant je fais pas voilà, c'est limite familial. Et en fait c'est génial aussi. C'est un autre aspect de l'entrepreneuriat, mais la chance que j'ai, c'est que je choisis les personnes avec qui je bosse, étant donné que je construis mon équipe. Je choisis mes fournisseurs, mes partenaires, et en fait, aujourd'hui, j'ai une équipe. Voilà, parfois, il y a des gens avec qui je travaille depuis 10 ans, depuis 15 ans, et c'est un bonheur total parce que, voilà, c'est des gens que j'adore, qui m'accompagnent, avec qui on se soutient. Enfin, vraiment, j'ai de la chance. Ça me porte beaucoup au quotidien d'avoir ces personnes autour de moi. Tu disais tout à l'heure que du coup, ton intuition, tu l'écoutais beaucoup. Comment tu l'écoutes? Comment elle te On parle? parle de feeling, tu sais, tu le sens pas, t'as un doute, t'as pas de doute, t'as un doute, il faut pas y aller, tu le sens pas, il faut pas y aller. Enfin, tu vois, c'est vraiment, maintenant, je n'hésite plus. Et l'intuition, ça peut être, en fait, c'est toute une énergie. Donc, ça peut être une photo, ça peut être une rencontre, ça peut être le ton d'une voix, ça peut être un contexte. T'arrives dans un resto, tu le sens pas. En fait, il n'y a pas de mots explicatifs, tu vois. Et ça, même si c'est irrationnel et que je peux pas l'expliquer, et pour moi, c'est hyper important. Voilà, c'est je le sens ou je le sens pas, et quand je le sens pas, je le fais pas. Comment tu célèbres tes réussites? Pardon? Comment tu célèbres tes réussites? Comment je célèbre mes réussites? En félicitant mon équipe. S'il y a une énorme commande, je descends, j'ouvre une bouteille de champagne. Ouais, en gâtant vraiment mon équipe. Voilà, il y a une énorme réussite. On va se faire un resto, on va se faire un tea time, je vais commander des pâtisseries. Enfin, je partage cette réussite. Elle est en aucun cas personnelle, parce qu'en fait, au quotidien, je suis vraiment en mode team. Je suis vraiment mon équipe, c'est mon miroir. Non seulement elle m'aide aussi à moi progresser et à faire évoluer ma boîte, mais en plus de ça, je travaille que des talents, que des nanas canons, hyper fortes dans leur domaine. Donc du coup, en fait, voilà, elles font des choses que je pourrais jamais faire. Donc typiquement, voilà, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de considération. Et puis, voilà, en fait, tout ce qu'on voit, c'est vraiment le résultat de ce travail d'équipe. Vous êtes combien maintenant? Là, on est 5. On va monter à 7 pour les fêtes. Et oui, en général, on est 4-5 sur l'année. Donc, j'ai des CDI, contrats d'apprentissage, stagiaires, CDD, voilà, selon les périodes. Super. Manutention. Ouais. À quel moment dans ta vie, à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Euh, je pense que je me suis dit pourquoi pas moi. Euh, à l'issue de ma thèse, donc sur l'expertise en chocolat, en fait, tu as une des expertes qui a reconnu toutes les marques à l'aveugle. Et là, en fait, j'étais totalement stupéfaite et je me suis dit, mais moi, j'adore le chocolat. Je suis sensorielle, ça me parle. Je veux devenir experte en chocolat. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi? Et je t'avoue que cette rencontre avec cette femme que j'adore, qui s'appelle Chloé et avec qui je suis très amie encore aujourd'hui, elle m'a énormément appris, évidemment, t'imagines bien, elle m'a appris mon métier et on travaille beaucoup ensemble. Et en fait, ça a déclenché chez moi l'envie d'être experte. Et en fait, quand tu as un objectif qui est très fort, tu te rends compte que tout ton corps, tout ton mindset se met en branle pour aller assouvir ces objectifs. Et donc, du coup, tu vois, c'est comme si tu te mettais en mode automatique pour cette réussite. Donc, je te donne un exemple concret. Une fois que je me suis dit, OK, je veux devenir experte en chocolat, et le lendemain, j'achetais les livres, je lisais sur l'histoire du chocolat, sur les différentes origines, les variétés botaniques. J'ai commencé à visiter plein de chocolateries.
à organiser tous mes voyages autour du chocolat. Dès que je partais quelque part, je visitais le musée du chocolat, le chocolatier du coin. En fait, tu mets de façon hyper naturelle les choses en place pour te construire cette expertise, en tout cas dans mon cas. Et donc voilà, c'est passé par les rencontres, c'est passé par la curiosité. Et en fait, chaque jour, je me nourris et chaque jour, je remplis cette expertise. Donc voilà. Et pourquoi pas moi? Et en fait, et peut-être que la deuxième fois, je me suis dit ça, je crois que c'était en 2010 parce que j'ai déposé le mot Chocologue comme une marque en 2010. Donc tu vois, ça faisait 4 ans que j'avais ma boîte de conseil, que j'animais des dégustations de chocolat. Ma marque de chocolat était un petit peu naissante, vivotante. Et pendant un atelier, quelqu'un me dit, mais c'est quoi votre métier? Et moi, j'étais pas chocolatière, tu vois, j'avais pas de CAP, etc. Donc je sais pas ce que j'étais en fait. J'étais un peu rien. Je montais ma marque, c'était tout. Et j'étais juste passionnée. Et donc, du coup, je lui réponds, bah, je sais pas, j'étais psychologue, je me suis spécialisée dans le chocolat. Et puis, je lui ai répondu, je suis devenue chocologue. Allez, tu vois, j'ai inventé ça comme ça. Et là, il m'a regardé, il me dit, mais c'est génial, chocologue. Ouais, t'as l'œnologue. Tu vois, et en fait, et c'est vrai que moi, quand j'ai créé la chocologie, quand j'ai créé ma boîte, j'ai tout de suite été inspirée de l'onologie, même si c'était pas explicite. Quand j'ai créé ma thèse et tout, quand j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat, j'ai regardé comment on faisait dans le vin, la méthode de dégustation pour créer ma thèse. Donc, tu vois, l'onologie m'a toujours inspirée. Et là, je me suis dit, mais ça y est, tu vois, c'est évident. Je vais créer la chocologie comme l'œnologie. Je vais devenir chocologue comme un œnologue. Et là, j'ai déposé ma marque à l'INPI en 2010. Et ça y est, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Tu vois, je m'autoproclame et j'y vais. Trop chouette. C'est quoi pour toi la réussite? C'est d'être bien dans ses baskets. Je crois que vraiment, tu vois, là, à 40 ans, tu remets les choses en place et quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, tu dis, OK, si jamais je suis bien dans mes pompes, si je suis bien dans ma famille, que tout le monde va bien, je pense que là, j'ai réussi quelque chose. Et je pense que la réussite, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment un sentiment de bien-être très personnel qui est pas du tout lié à quelque chose de matériel. Parce qu'en fait, pour moi, le matériel, c'est quelque chose d'éphémère et c'est quelque chose, en fait, qui ne te comble pas. Pour moi, on peut pas être comblé par du matériel parce que pour moi, ce qui comble le plus, c'est l'énergie des autres. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais écrit, pour être consciente de ça aussi, j'avais lu des bouquins, notamment de personnes, un Américain qui a fait toute une étude sur c'est quoi le bonheur. Il avait interrogé des personnes âgées en disant, mais est-ce que vous êtes heureuse? Et qu'est-ce qui vous a comblé de bonheur dans votre vie? Et en fait, la majorité des personnes ont répondu, ce sont toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont comblé de bonheur. Et aujourd'hui, ce sont tous ces souvenirs qui me rendent heureux. Et je trouve que c'est dingue parce que du coup, personne n'a dit, bah, ce qui me comble, c'est d'avoir une super baraque, une super bagnole, etc. Personne n'a répondu ça. Et là, je me suis dit, waouh. Donc, en fait, encore cette intuition, parce que moi, j'avais cette intuition-là, que le matériel n'allait pas me combler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'être humain a toujours été une source de préoccupation dans ma vie et un centre d'intérêt. Et là, ça confortait en disant, OK, en fait, c'est ça. Je suis dans la vérité, enfin, dans la vérité, dans ma vérité. C'est-à-dire que ce qui va me rendre heureuse, c'est pas d'accumuler des biens, c'est vraiment de rencontrer des gens formidables. Et c'est fou parce que quand tu prends conscience de la richesse d'une rencontre, tu as toujours un message, tu as toujours une énergie, tu as toujours quelque chose qui va t'inspirer ou te faire grandir. Et moi, j'ai vraiment ce prisme-là dans la rencontre. Et d'ailleurs, il y a un bouquin canon que j'avais adoré qui s'appelle La prophétie des Andes de James Ouais, Redfield, je l'ai lu, ouais, j'ai adoré. qui parle justement de cette quête où Mm. il va à la quête d'un manuscrit. Mais au final, dans cette quête, il rencontre des gens et il est confronté à des énergies. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qui le fait grandir et qui lui ouvre les yeux. Et qu'en fait, tous ces messages dans ce jeu de pistes, ce sont les gens qu'il rencontre. Donc, je trouve que c'est assez fort et c'est une jolie parabole, je trouve, dans la vie quotidienne parce que ça met du sens aussi dans la rencontre et donc, du coup, et de l'importance. Et, euh, et ouais, et ça correspond vraiment à ma vision, en fait. Donc, voilà. C'est quoi pour toi l'échec? L'échec, c'est un coup de massue. L'échec, c'est vraiment quelque chose qui te met à plat, en fait,
Et la conséquence d'un échec, c'est la remise en question, c'est la perte d'énergie, c'est peut-être la dépression, enfin en tout cas les sentiments déprimés. Ça va être le manque d'assurance. Voilà, par exemple, te faire larguer, c'est un échec. Par exemple, être Ou refusé. pas finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis ou pas finalement parce qu'après moi je crois au fait qu'il y a toujours du positif derrière toutes les situations. Ouais, carrément. Mais en fait, moi, je sais que quand, en fait, quand quelqu'un, tu vois, que ce soit bon, là, je suis avec mon mari, mais quand un petit copain me larguait, quand une personne de mon équipe part, quand une personne refuse de me voir, tu sais, parfois, je propose qu'on se voit, tu vois, en fait, ces refus-là, tu vois, c'est genre la mise à distance, tu vois, genre non. Et ben en fait, je trouve que c'est hyper difficile parce qu'en fait, tu ne peux pas t'empêcher dans un premier abord de te remettre en question, de dire mais merde, c'est quoi mon problème? Et en fait, la vie montre que c'est normal et que c'est des process qui t'apprend les choses. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des accords et t'as des désaccords. Il y a des moments de ta vie où tu dois être avec des personnes et puis il y a des moments où tu ne dois plus être avec ces personnes. Et en fait, il y a des cycles. Tu évolues aussi. Il y a des énergies différentes. Et puis en fait, par exemple, j'ai vécu là il y a 6 mois une salariée qui a décidé de partir. Ça faisait 5 ans qu'on bossait ensemble pour aller vivre d'autres expériences. Elle avait envie. Bon, bah moi je l'ai vécu, mais vraiment j'avais l'impression d'être larguée. En fait, le jour où on devait faire sauf que ça fait 6 mois qu'on doit faire l'interview et puis pour plein de Tu te raisons, rappelles de ça, on ouais? a décalé et en fait, c'était le jour, tu venais de l'apprendre ce jour-là, je crois. Ouais, bah tu vois, j'étais Mm. pas bien. Et j'ai mis du temps à m'en remettre parce que justement, ça a été douloureux pour moi, clairement, tu Ouais. vois. Franchement, j'ai pleuré. Et j'avais jamais autant pleuré, je pense, depuis très longtemps. Et donc, du coup, tu vois, c'est des choses comme ça. Alors, je te dis pas que c'est un échec, là. Je dévie un peu du sujet. Mais en fait, en effet, tu vois, le parallèle que je pourrais faire, c'est que c'est ces sentiments ou ces situations désagréables ou l'échec qui t'assomment, en sort, en fait, une énergie très, très positive parce qu'en fait, ça te permet de rebondir. Et en fait, c'est ça que je vis, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est que dès que j'ai un échec, quelque chose qui se passe mal, euh, voilà, un problème, et ben au final, j'apprends de ça. Mm. J'apprends et au final, si jamais j'arrive à bien traiter cette information et à bien gérer la situation, ça me permet au final de rebondir. Et donc, du coup, voilà, c'est un apprentissage. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ça qui est génial dans la vie, c'est que la vie, c'est pas la perfection. C'est la vie, c'est l'accumulation d'imperfections qui te font grandir. Et en fait, il faut pas chercher la perfection. Il faut chercher à grandir. Et quand tu as compris ça, déjà, tu deviens beaucoup plus zen parce Ouais, que tu vois, ça pèse. ça met de la pression quand tu te dis que le but, c'est la perfection. Non, en fait, le but, c'est pas la perfection. Le but, c'est d'évoluer, c'est de t'enrichir, c'est de grandir, c'est d'être plus sage. Tu vois, la sagesse, moi j'adore ce mot-là parce que en fait, on se rend compte que la sagesse, c'est quoi? C'est la prise de hauteur, c'est la prise de distance, c'est la bienveillance, c'est croire en la bonté de l'autre, c'est arrêter de faire des histoires, c'est être en paix avec soi-même. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui te permet aussi de mieux vivre et du coup d'atteindre cette paix intérieure, ce bien-être qui te permet d'être finalement heureuse. Tu vois, on parlait de bonheur et donc voilà, donc l'échec est hyper nourrissant. Et en fait, maintenant quand je vois un échec arriver, je me dis allez, paf, tu te prends ça dans la gueule, qu'est-ce qui va arriver après, tu vois, et dans une ambiance un peu combative, ça permet vraiment de mieux rebondir, ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Victoire de 6 ans dirait qu'elle te voyait aujourd'hui? Une bonne question. C'est marrant parce que cette question m'émeut. C'est la minute émotion. Ouais, c'est clair. Mm. Je sais pas, un truc que je me dis jamais, mais je pense que peut-être qu'elle serait fière, en fait. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi du coup pour toi les renoncements? Pour moi, les renoncements, c'est vraiment quelque chose qui est
qui est totalement corrélé avec un choix. T'as pas de choix sans renoncement, en fait. Et quand on se rend, enfin, quand on accepte que ça fait partie de la vie et que la vie, c'est que des choix. Finalement, tu choisis où t'habites, avec qui, tu choisis ce que tu fais le soir, avec qui tu déjeunes, quel métier. Enfin, en fait, la vie n'est que une succession de choix. Et donc, du coup, à partir du moment où tu fais un choix, tu renonces à une autre option. T'as des personnes qui le vivent mal, tu vois, qui vivent mal le renoncement, soit parce qu'ils culpabilisent, soit parce qu'ils sont frustrés. Et je pense qu'au contraire, t'es obligé d'être heureux dans ton choix pour vraiment t'épanouir dans la voie dans laquelle tu es. Si jamais il y a une frustration, soit c'est un mauvais choix, soit il y a pas de il y a pas d'apaisement en fait. Et c'est quoi, du coup, pour toi, les renoncements? Les tiens? Mes renoncements, bah, ça serait d'avoir une vie un peu toute tracée, une carrière comme je m'étais l'imaginé dans une boîte. Tu vois, c'est toujours un peu une option B que j'ai dans ma tête. Et c'est vrai que moi, tu vois, voilà, j'étais hyper scolaire, j'ai toujours foncé. Tu vois, quand je suis sortie d'HEC, je me suis dit, bah tiens, je vais faire carrière chez Kraft. Et en fait, un peu ma fougue et mon côté aventurier a pris le dessus. Et je me suis dit, bah non, je vais créer un truc dans le chocolat parce que j'avais envie de me marrer. Mais si tu veux, du coup, quand je vois mes amis faire carrière dans une boîte, c'est toujours un truc, je dis, bah tiens, j'aurais pu, j'étais partie pour et je l'ai pas fait. Et quand je les vois gagner 10 fois plus d'argent que moi, bah parfois j'ai des pansements au cœur en disant merde, ça se trouve, j'ai raté un truc. Non, tu vois, je suis... Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, je me dis mais en fait j'ai tellement de plénitude et je me sens tellement à ma place aujourd'hui et je suis tellement heureuse que en fait voilà, c'est pas ce côté matériel qui doit me rattraper, mais c'est plutôt de me dire putain j'ai tellement de chance d'être là où je suis et de vibrer tous les jours pour mon métier, et d'être ouais, et d'être super bien dans mes pompes, ce que je te disais, ce qui était mon but en fait dans la vie. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter? Bah au-delà de fermer ma première boîte, euh, je pense que la difficulté que je dois surmonter au quotidien, c'est la gestion de mon temps. Parce que tu vois, maintenant, j'ai deux filles qui ont 4 et 7, qui sont vraiment en demande. Il y a les devoirs, tu vois, il y a la vie de famille. Et la famille, je l'ai tellement désirée. Euh, Tu vois, ces moments, tu vois, avec mon mari, on adore faire les mêmes choses, on est hyper sportifs, on a les mêmes passions. Et donc, du coup, c'est vrai que à chaque fois, pareil, que je fais un choix, que je suis pas avec ma famille, voilà, ça s'apparente aujourd'hui comme une difficulté. Tu vois, vraiment gérer mes sollicitations, gérer mon temps, gérer mon espace. Où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis au Pérou? Est-ce que je suis à Monaco pour faire une animation, une formation? Enfin voilà, c'est vraiment ça ma difficulté aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es beaucoup sollicité pour aller dans des entreprises, sur des plateaux télé ou dans des médias. Et du coup, ça, forcément, bah, c'est du temps, rien que le déplacement, quoi. Oui, c'est et puis c'est pas que des rendez-vous dans la journée, tu vois, parce qu'un plateau de télé, la journée, ça se cale. Mais tu vois, quand je pars dans les plantations, quand je suis invitée dans des voyages professionnels, et puis moi, si tu veux, quand j'ai une proposition comme ça, je suis tellement excitée et je vibre tellement que j'ai envie de le faire. Parce que voilà, le train, il passe une fois, j'ai envie de sauter dans le wagon, parce que c'est ma passion, parce que ça me rend heureuse. Donc, c'est difficile, tu sais, de s'accomplir dans un métier et de te dire, voilà, c'est aussi du temps que je passerai pas avec ceux que j'aime. Et en même temps, ça me nourrit. Donc, c'est toujours des compromis. C'est pour ça que moi, j'essaie d'être toujours alignée avec mes choix et de les assumer. Quand je pars au Pérou 15 jours, ben, je Et profite tu de mon profites. Oui, t'es pas là en te choix. disant culpabilité, parce Je que sinon, n'ai ça sert à aucun rien, ouais. sentiment, je n'ai aucun sentiment de culpabilité. Je n'appelle pas mes enfants. Je leur ai laissé plein de petites lettres, plein de petits mots, des petits rituels. J'envoie des photos aux nounous, etc. Et comme ça, ils peuvent voir des animaux, ils peuvent voir des choses marrantes. Mais je vis les choses à fond. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. Euh, c'est que quand je fais un choix, je l'assume et je le vis à fond. C'est quoi tes peurs dans la vie? De perdre mes proches, la maladie.
Je pense que c'est ce qui me ferait le plus peur et en fait le fait d'être dans une logique de profiter des gens que j'aime. Tu vois, je pense évidemment à mes parents que j'ai la chance d'avoir encore aujourd'hui. Le fait de profiter de chaque moment avec eux, ça me comble tellement que en fait, voilà, enfin en tout cas, je prends conscience de ça pour pas avoir de regrets plus tard. Donc voilà, je remets pas au lendemain. Et même voilà, un ami qui a besoin de moi, une amie qui a besoin de moi ou que j'ai envie de voir, je vais le faire. En fait, je vais pas. Euh, Enfin voilà, j'essaye vraiment d'être dans le moment et de prendre tout ce que je peux prendre aujourd'hui. On sait jamais ce qui peut m'arriver aussi. Je suis hyper carpe diem dans le sens où je vis aujourd'hui et demain on verra. Et le passé, il est passé. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Bah, je crois que je suis assez fière d'avoir créé mon métier parce qu'en fait, je commence à trouver ça hyper sympa. Euh, Voilà, même si avant c'était beaucoup associé à de la galère entre guillemets, tu vois, avec toutes les aventures que j'ai eues, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, etc. Aujourd'hui, aujourd'hui finalement, je trouve que c'est rigolo et finalement, je pensais pas un jour travailler dans le chocolat, je pensais pas un jour créer mon métier. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout. Mais en fait, je trouve que même si tout me semble hyper naturel, tu vois, tout s'est fait avec une évidence et une intuition importante. Et bah aujourd'hui, en fait, je suis fière d'avoir osé. Je suis fière d'avoir osé et d'avoir persévéré. C'est surtout ça. Si tu croises une personne là dans la rue qui connaît pas du tout ton histoire, tes galères entrepreneuriales et qui te dit ah non mais toi attends t'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu lui répondras? Euh, que j'ai construit cette chance et que j'ai beaucoup travaillé. Et que en fait tout succès est le fruit de persévérance et de travail. Et ça je m'en rends compte, mais chez tout le monde, en fait, tu vois, que tu sois salarié, entrepreneur, que tu aies des projets personnels, je me rends compte que tout le monde est parti de rien. Tout le monde est parti de zéro. Enfin, tu vois, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis fascinée par chacune des aventures que je peux écouter parce que je sais que la personne elle a construit les choses et c'est ça qui est intéressant, c'est savoir comment elle a construit son aventure, comment elle a construit son histoire, euh, de quoi elle s'est relevée. Voilà, c'est pour ça que les podcasts comme ça sont hyper intéressants, c'est que tu vas un peu dans les coulisses et que les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils savent très bien par quoi je suis passée. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là qui connaissent toute mon histoire qui me disent vraiment bravo parce que je sais que tu voulais abandonner chaque année et que tu es encore là aujourd'hui. Tu vois, c'est plutôt ça qui me réconforte aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Alors moi, c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'ai créé ma boîte. On m'a dit l'important, c'est de bien s'entourer. Et donc du coup, j'ai très vite compris derrière ça que j'étais pas capable de tout faire, que j'étais pas bonne pour tout faire. Et donc du coup, j'ai toujours porté beaucoup d'attention sur les personnes à qui j'allais bosser, sur les fournisseurs, les prestataires, parce que la qualité de ces gens-là allait faire mon succès. Et ça, c'est d'ailleurs une personne qui était patron de boîte qui m'a donné ce conseil, qui a dirigé, enfin, tu vois, qui était directeur général d'une grosse boîte, et en fait, qui m'a toujours dit, moi, si je suis arrivée en haut, c'est grâce à mes équipes, parce que ce sont mes équipes qui m'ont porté en haut. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant parce que tu l'entends pas souvent. Souvent, les gens, ils montent parce qu'ils sont un peu moussés ou parce qu'ils prennent tout pour leur grade. Et en fait, lui, c'était pas du tout ça. Il m'a dit, mais moi, si je suis en haut, c'est grâce à mes équipes. Et aussi, il m'a dit, c'est hyper important aussi d'avoir un boss, tu vois, qui te fait monter. Et donc, du coup, voilà. Tu vois, c'est pour ça que ça relie aussi un peu ma philosophie et que mon équipe, j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Parce qu'en fait, il y a que ça qui me permet d'avancer aujourd'hui. Et ça allait être ma question d'après, le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Du coup, je retourne sur le conseil que tu aurais aimé recevoir. Euh, Écoute,
je sais pas si c'est qu'on m'a donné ou que j'aimerais donner, mais j'aimerais vraiment dire que tout est possible. Et tu vois, aujourd'hui, enfin depuis ma vie entrepreneuriale, j'ai toujours passé beaucoup de temps à répondre aux messages de personnes qui avaient des questions sur leur vie, sur leurs projets, qui se posaient des questions sur mon métier, sur le chocolat et tout, parce que en fait, j'aime bien. Alors je sais pas si j'aide ces personnes, mais j'aime répondre à leurs questions et j'aime leur faire croire que tout est possible et qu'il faut absolument qu'ils se posent leurs questions. Où est-ce qu'ils veulent aller? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Où est-ce qu'ils veulent mettre leur énergie? Comme tout est possible, comme tu peux tout construire dans la vie, et ben en fait, à un moment donné, il faut que tu aies un objectif. Et tu vois, moi, j'ai vu, quand j'ai eu l'objectif de devenir experte, bah, ça y est, tu vois, j'ai déroulé mon plan et j'ai construit mon métier. Et en fait, tout s'est fait presque naturellement. Donc, du coup, je pense que c'est important. Et donc, j'aime aider les personnes à mûrir leurs objectifs, à voir si ça correspond à leur personnalité, à ce qu'ils veulent vraiment faire. Quand tu as des gens qui me disent, ah là là, moi, je veux faire ton métier, j'ai envie de claquer madame, etc. J'ai, attends, c'est quoi ta situation? Alors, fais ça en parallèle, fais ça le soir, fais ça le week-end, et puis dans un an, tu verras Vas-y, vraiment. étape par étape, ouais. Tu vois? Donc, du coup, je suis plutôt à conseiller, à coacher, voilà, en fonction de la réalité aussi, tu vois. Ouais. Oui, prendre du recul et de se dire, il faut voir. De toute façon, on dit quand quelqu'un a envie de se reconvertir, il faut faire ce qu'on appelle une enquête métier pour pouvoir en effet comprendre tous les tenants et aboutissants, et puis après potentiellement se dire, ok, ce métier il est comme ça aujourd'hui, comment je peux l'adapter par rapport à mes besoins? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible, quoi? Ouais, exactement. Je pense que c'est Mm. vraiment important et t'as des personnes parfois qui se rendent pas vraiment compte, tu vois, de Ouais. l'opérationnel ou, tu vois, moi je travaille dans le chocolat, etc. Mais je suis pas tout le temps à mettre mon doigt dans la cuve, hein, et à goûter le chocolat. Je gère une boîte, donc parfois je pourrais vendre des bics ou des chaussures, ça serait les mêmes problèmes en fait. Tu vois. Donc voilà, c'est vrai que je parle pas beaucoup, tu vois, même sur mon compte Instagram, la chocologue, je parle beaucoup du chocolat, de ce que je déguste. Mais je parle pas souvent, tu vois, de ma casquette de femme d'entreprise, de maman, de businesswoman, tu vois, de gérer de l'argent, de gérer des comptes. Tu vois, vendre du chocolat, c'est avoir des stocks, c'est Ouais, c'est avoir là, ça, t'as une boutique, donc c'est des voilà, tu frais, vois, voilà, t'as des frais, t'as une équipe, t'as gérer des personnalités, les faire développer. Tu vois, moi j'adore mon équipe, leur donner des projets. Ouais, les faire grandir aussi, les développer dans leurs compétences et voilà, c'est vrai que c'est tout ça, c'est des sujets qui doivent, enfin en tout cas qui font partie en fait de mon quotidien. c'est quoi tes prochains défis? Et ben c'est le lancement de mon école. Mon prochain défi, c'est le lancement de mon école de chocologie avec mes formations en ligne. Et l'idée, c'est vraiment de rendre la chocologie accessible du coup à tous les Français et pas seulement que ceux qui habitent à Paris, parce que mon bureau est à Paris. Et il y en a beaucoup qui viennent à ma boutique faire mes formations, mais voilà, donc la formation en ligne, j'y crois énormément. C'est voilà de toucher tous les francophones au Canada, partout dans le monde, toutes les personnes qui sont dans la gastronomie, parce que c'est vraiment un apprentissage du cacao, du chocolat, de la dégustation. Et donc, du coup, tu as énormément de personnes qui travaillent dans le milieu du chocolat. Ça peut être les gens qui sont en marketing chez Lean, ça peut être les sourceurs, ça peut être les planteurs, ça peut être, voilà, et l'industrie du chocolat regroupe énormément de métiers. Et donc, du coup, comme cette formation n'existe toujours pas en France, et ben, je suis quand même très contente de lancer cette formation qui est très complémentaire de la formation d'un chocolatier et de l'onologie et des écoles du goût qui peuvent exister. Trop bien. Est-ce que il y a quelqu'un qui nous écoute et là qui te dit ah j'hésite à aller écouter ma petite voix, à me lancer. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Euh, Moi, j'ai envie de lui dire de mettre les choses par écrit. Parce qu'en fait, un exercice que je fais beaucoup, c'est quand il y a des projets, quand il y a des intuitions, quand il y a des... Je passe beaucoup de temps à prendre des notes, à écrire, à mettre en forme mes idées. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en écrivant, en fait, en écrivant, ça devient concret.
Et concrètement, on veut faire quoi? Et concrètement, c'est quoi le projet? Et concrètement, ça va se passer comment? Et concrètement, et donc du coup, ça permet de nourrir les idées. Et quand on parle avec une copine du projet, hop, on ressort sa petite fiche. Moi, j'ai plein de notes dans mon téléphone. Et ben, je reprends la note, je complète la note, je remets des nouvelles idées. Et au final, quand je reprends ça une semaine après à tête posée, hop, j'ai une espèce de plan qui se déroule, un menu, un plan d'action. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une méthode d'écrire les choses, d'écrire son projet qui est essentielle. Et avant de lancer ma marque en 2009, j'ai écrit des presse, mais je sais pas, j'ai peut-être écrit 50 fois ma presse, mon concept, ma marque. Et en fait, à chaque fois, il y a un détail qui changeait, mais qui changeait tout. Donc ouais, je pense que c'est important d'écrire ses idées. Si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus, de venir déguster tes chocolats et puis être au courant de quand est-ce que tu vas sortir ta formation, où est-ce qu'ils te retrouvent? Alors en fait, ils me retrouvent évidemment sur Internet, hein, parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc Instagram avec la Chocologue, sur LinkedIn, j'ai mon site internet lachocologue.com où j'ai toute mon offre chocolat, mes offres pour les entreprises. Ils peuvent aussi nous écrire, venir nous voir en boutique. On est au 9 rue Faraday dans le 17e, dans le quartier des Ternes. Ils peuvent acheter mes chocolats sur notre site internet, à la boutique. Ils peuvent en offrir. Enfin, voilà, et je serai Ça va être l'épisode, comme je te disais tout à l'heure. Donc là, on est le 14 novembre et ça va diffuser début décembre. Donc le moment parfait pour acheter une bonne boîte de chocolat pour les t'as fêtes. raison. Ouais, puis c'est des coffrets originaux qui révèlent toute une démarche de création. Là, j'ai un nouveau coffret plantation. Donc le fourreau, il est vert. On dirait qu'on est dans une plantation de cacao avec un perroquet, des cacaoyers. Et en fait, toutes les recettes sont à base d'ingrédients que tu trouves dans une plantation cacao en biodiversité. Donc, tu as une ganache au miel d'avocatier, un praliné au mucilage, qui est la pulpe du cacao, une ganache à vanille, orange, citron, noix de cajou. Donc voilà, tout ça, c'est des ingrédients qui poussent sur les plantations. Et je trouve que ce coffret, il est vraiment sympa. Tout est délicieux. Et puis voilà, c'est une balade dans les plantations de cacao, quoi. C'est exotique. On voyage en même temps qu'on se régale. Ouais, c'est ça. À qui as-tu envie de dire merci avant qu'on se quitte? Merci à mes parents qui ont cru en moi et qui ont toujours eu confiance en moi. Et je trouve que la confiance, c'est le plus beau des cadeaux. Merci à mon mari qui me supporte au quotidien et qui me supporte aussi dans mon projet. Tu vois, c'est vraiment une béquille et vraiment, c'est grâce à lui si je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà, merci à mes filles qui me rendent hyper heureuse. Merci à mes amis qui rendent mes journées hyper colorées, hyper gaies, avec qui je m'amuse comme une folle. Et merci à toutes les personnes, les femmes et les hommes qui m'ont inspirée, qui m'ont guidée une fois dans ma vie. Super. Merci beaucoup, Victoire. Merci Charlotte. Joyeuse fête. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»